Bonjour Yves. Merci de nous accueillir chez toi, à Caen. Voilà, ce reportage est dans le cadre du festival Résonance, réseau des maisons d'écrivains des Hauts-de-France. Et bien sûr, nous allons parler de Jean de La Fontaine, né à Château-Thierry en 1621. Cela fait 400 ans et nous commémorons cette année le 400e anniversaire de sa naissance. Alors Yves, tu m'as avoué un jour apprendre régulièrement les fables de La Fontaine et les interpréter devant des amis. Et à partir de là, nous avons décidé d'en créer un spectacle. Voilà. Donc régulièrement, tu interprétais des fables de La Fontaine que tu faisais tirer au sort chez toi. On le faisait pour le plaisir, comme cela. Donc nous avions pris le parti, effectivement, de tirer au sort les fables, comme nous avons repris ce même parti dans le projet. Fontaine, c'est un auteur qui t'a suivi toute ta vie, de l'enfance, j'imagine. Oui. À l'école, Oui, bien sûr. comme on disait autrefois, l'école élémentaire. L'école primaire. L'école primaire, L'école oui. primaire. Après, c'était l'école élémentaire, bien sûr. Oui. Oui, ça faisait partie des programmes, je crois. Je ne suis pas sûr qu'à l'époque, La Fontaine eût été inscrit comme sujet d'étude à l'agrégation, parce qu'il a été longtemps après, je crois bien. Voilà, donc on apprenait quelques fables, bien sûr, qui sont restées dans la mémoire, mais au fond, je serais incapable de dire lesquelles. Alors, paraît-il Oui, que bien sûr, le Corbeau et bien le Renard, sûr. c'est la fable Oui. que connaissent quasiment tous les Français. Oui, La Cigale et la Fourmi Oui. aussi. Mais le Corbeau et le Renard arrive avant La Cigale et la Fourmi, bon je crois. Oui. Ah bon. Ah. Mais les deux, nous les avons choisis pour le spectacle. Oui, aussi, bien sûr. Enfin, le choix que nous avons fait, que tu as souhaité défendre et faire, c'est que il ne s'agissait pas de faire un récital consacré à La Fontaine. Il s'agissait de trouver les moyens de rendre peut-être plus vivant, plus... Comment dirais-je D'aujourd'hui. Oui, la relation entre un poète dont nous serions les interprètes, les défenseurs, et le public. Voilà. D'où l'idée du récital a été mise de côté très tôt. Et bien sûr, dans le spectacle, tu n'es pas seul, puisqu'il y a un jeune comédien, puisque nous avions décidé que toutes les générations soient représentées. Puisqu'il y a Lomique Ferré, un jeune comédien de 21 ans, tout droit sorti du cours Florent, qui nous a rejoints dans cette aventure. Où finalement nous avons choisi une quarantaine de fables. C'est ça 40 50 aujourd'hui. 50 fables. Oui, bah voilà. oui. Alors des fables très connues, comme celles que l'on vient de citer. Oui, d'autres moins. Bien, oui, d'autres même que je ne connaissais pas. Voilà. Avant d'avoir replongé complètement dans l'œuvre de Jean de La Fontaine, bien sûr, et d'avoir eu aussi le plaisir, parce que bien sûr, même si Jean de La Fontaine est connu comme le créateur, le fabricateur des fables, il a aussi quand même... Il s'est inspiré. Il a aussi écrit d'autres œuvres, voilà. quand même. Et puis il s'est aussi inspiré d'auteurs grecs. Oui, c'est vrai, oui. Ésope en particulier. Mais il y a des discussions tellement contradictoires entre ce qui reste, paraît-il, d'Ésope à travers les fables de La Fontaine que moi je... Oui, peu importe. C'est Jean de La Fontaine qui est l'auteur des fables. Voilà. 243 fables, et donc nous avons choisi une quarantaine de fables parmi les 243 qu'il a pu écrire. Des fables philosophiques, des fables politiques, des fables... de la vie, qui disent la vie, les sentiments, les passions, les plaisirs, qui disent l'humanité. C'est ça, de toute façon, la fable, et c'est bien le but, je crois, de la fable, c'est raconter une histoire avec, entre guillemets, un enseignement moral. C'est pas pour rien qu'on appelle la morale de la fable, c'est un enseignement qui permet de réfléchir au-delà du divertissement que la fable elle-même propose. C'est ça qui est passionnant aussi.
Alors dans le spectacle vif, il y a, on va dire, une dizaine de fables fixes et une dizaine de fables tirées au sort. Oui. D'une fois à l'autre, ce ne sont pas les mêmes, Oui. d'ailleurs. Et c'est un plaisir, en tout cas un plaisir d'acteur, de courir un danger. Oui, parce que d'une danger... façon générale, il faut se mettre en danger. Oui. Parce que finalement, le tirage au sort, il ne s'agit pas d'un tirage au sort avec simplement le titre de la fable. Ah non. Puisque la complexité, finalement, la complexité pour vous, et l'originalité aussi du spectacle, c'est que finalement, le spectateur va tirer au sort un livre d'un rayon de la bibliothèque, Oui. ou d'une panière que vous distribuez parmi le public, Oui. et là, le public ouvre la première page et va dire la morale. Oui. Voilà, et non le titre. Oui, c'est ça. Voilà. C'est la morale de la fable qui a été tirée au sort, c'est tout. Donc pour nous, c'est aussi donc pas un danger, mais c'est une sorte de comment dirais-je, d'inquiétude que nous avons, outre la nécessité bien sûr de garder en mémoire le texte de la fable, mais nous avons à cet instant-là ce travail de dire c'est quelle fable. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue, Celle-ci, oui, Celle-ci, elle était facile. Hein. Oui, un peu complaisamment, le metteur en scène. Celle-ci était facile. Et bien dansé maintenant, mais celle-ci est aussi extrêmement facile. Donc ça me fait beaucoup de plaisir, ça. Alors effectivement, parce que le spectacle, le décor du spectacle est constitué d'une bibliothèque, on va dire une bibliothèque imaginaire. Oui, c'est un bel objet de théâtre, voilà, que nous poésie, avons complètement inventé avec Vincent Slamovic, voilà, qui est le scénographe. Vincent a eu, disons, une invention. C'est complètement intégré, parce qu'au fond, sur le plateau, il y a plein de personnages. Il y a le public, qui sont aussi des personnages. Il y a les deux acteurs, bien sûr, et puis il y a cette comment dire, il y a la bibliothèque, il voilà, y a le livre. C'est presque un personnage dans le spectacle aussi. On l'utilise beaucoup, bien sûr, Lomig l'utilise avec toute sa jeunesse et sa fougue qui fait que... Le plaisir de la lecture, on a voulu aussi le restituer et le faire partager lors des représentations du spectacle. C'est ce qu'on espère. Au fond, ce qu'on peut espérer, c'est que les spectateurs... entendant ou réentendant certaines fables qu'ils avaient pu apprendre, en découvrant d'autres, et peut-être encore le désir de dire, mais au fond, si j'allais voir un petit peu aussi du côté de Jean de La Fontaine, parce que, bien sûr, on met comme ça dans des casiers, et puis donc on les respecte, heureusement d'ailleurs. Il y a dans cette écriture une vie, un amour de la vie, une respiration. Ah oui, ça oui, c'est une santé. De la nature aussi. Une santé physique, une santé mentale aussi, bien que les sujets parfois soient d'une gravité, d'une tristesse, soit même tragique. C'est ça qui fait aussi la force de ce poète et qui le rend encore, pour moi en tout cas, vivant aujourd'hui. Il y a même des sujets très surprenants. Je pense à la forêt et le bûcheron, finalement, avec déjà des préoccupations écologiques pour les potes. Absolument, absolument. Oui, quand il se révolte, c'est contre justement le mauvais traitement qu'on fait subir à une forêt. Se dit en 2 vers, 3 vers. Dans la musique que nous avons choisie pour le spectacle, il y a des bruits, d'ailleurs, qui font référence à la nature, qui était aussi très chère à Jean de La Fontaine. On entend bien sûr les cigales à un moment donné, mais on entend aussi le bruit de l'eau. Et le bruit de l'eau n'est pas non plus sans évoquer la Marne, là où a grandi Jean de La Fontaine à Château-Thierry, en Picardie, puisque nous sommes ici à l'invitation du réseau des maisons d'écrivains. Sans vouloir, en bon normand, entrer dans un conflit avec les Picards, j'ose quand même affirmer que certes, il est né dans les Hauts-de-France, on peut dire, mais il est aussi né en Normandie et il est de tous les pays, de tous les temps. Et il est universel, puisque nous avons même choisi, dans le spectacle, de faire interpréter la cigale et la fourmi en anglais. Et d'ailleurs, les Anglais disent the cricket. Et alors, nous sommes même amusés
suite à un dîner où j'ai découvert que l'Omide imitait parfaitement l'accent québécois. Il interprète à un moment donné le corbeau et le renard avec un accent québécois. Comme quoi, effectivement, comme tu le disais Yves, La Fontaine appartient à tous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, vois-tu, le fait que mon complice propose de faire entendre une fable connue de tous, bien sûr, dans une, comment dirais-je, avec des accents de la langue française datant du temps de La Fontaine et conservés par nos amis canadiens, sans doute, je crois que ça déclenche peut-être le désir qu'ont les spectateurs aussi de venir dire ou lire cette fable. C'est parce que ça, il y a une familiarité qui naît comme ça, une complicité. Et là, je trouve, sans nous donner, disons, des gants, je trouve qu'on a réussi le pari du départ, c'est-à-dire pas de récital, mais une amitié, une humanité. Au fond, c'est ce qu'il y a dans les œuvres de La Fontaine aussi, ça. Oui, parce qu'effectivement, nous invitons le public à 2 voire 3 reprises à lire, ou même certains récitent, parce que certains, et plus nombreux qu'on ne pouvait l'imaginer, connaissent par cœur les fables de La Fontaine. Alors bien souvent, Le Corbeau et le Renard, hein, c'est quand même le plus connu. Mais cela dit, nous, on a une longueur d'avance sur eux, parce qu'on a mémorisé tous ces textes-là. Mais il y a aussi un beau souvenir que j'ai, si je puis me permettre de te le rappeler, parce que je crois que tu étais aussi là. Rappelle-toi, c'était à la reprise en 2020, dans la première petite ville, j'allais dire village, mais pour moi, oui, je dis un village, parce qu'après tout, il n'y a pas de différence. Il y a des femmes et des hommes qui y vivent. Un village, nous avons donné la première représentation de reprise. Et un monsieur qui, c'est vrai, avait une longueur d'avance, il savait que nous pouvions, que nous invitions les gens à dire des poèmes, des fables, a manifesté son désir d'en dire une qu'il avait écrite lui-même, en s'inspirant, je crois, de la fable que j'apprécie moi particulièrement, Les Deux Amis. Oui, c'est vrai. Je crois que c'était à Montigny-sur-la-Lue, à une vingtaine de kilomètres d'Amiens, dans une chapelle. Voilà. Parce que nous avons aussi joué dans 2 lieux très différents les uns des autres. Voilà. Alors ça, permets-moi de te dire, avec beaucoup d'indépendance d'esprit, parce que, comment dirais-je, je ne suis pas un courtisan en général, et encore moins vis-à-vis de toi, que ça aussi, j'ai un bonheur, je dis bien un bonheur, le plaisir, mais un bonheur toutes les fois où la Comédie de Picardie a amené dans des lieux différents, que tu évoquais tout à l'heure dans un instant, difficiles, j'imagine, pour nos camarades techniciens, car, outre bien sûr dire les vers, mais c'est un spectacle qui a été construit avec des éclairages, avec une bande son, si tu veux. Et moi, j'ai du bonheur d'aller dans des lieux pas improbables, des lieux où il y a sans doute aussi des habitudes culturelles, bien sûr, mais des lieux qui ne sont pas les lieux culturels classiques, si tu veux, pour rencontrer des personnes qui, elles, attendent qu'on leur donne du bonheur et du plaisir, et ma foi, quand on y a réussi, on est bien content. Parce qu'on a créé le spectacle à la mairie du Touquet, on l'a joué dans des salles des fêtes de petites communes, de communes moyennes de la région, des médiathèques, à la lumière du jour. On l'a joué aussi dans des lycées, on l'a joué dans des chapelles, et on l'a joué aussi sur le plateau de la Comédie de Picardie, où là finalement surgissait à la fin de la représentation le portrait de Jean de La Fontaine. Ça c'est tout. Alors ça aussi, je trouve, moi, comme ça, c'est heureux de pouvoir aussi jouer ce spectacle sur une scène de théâtre classique, le rapport frontal, où les spectateurs, parce que vous l'avez organisé, vous avez construit une sorte de labyrinthe, c'est peut-être un gros mot, mais de labyrinthe qui permet aux spectateurs
de partir dans les dessous du théâtre de la comédie, d'arriver sur la scène. Je dirais que c'est peut-être un bonheur aussi, ça. Il y a une part d'initiation avec un clin d'œil, bien sûr, mais c'est du bonheur tout ça. Le théâtre, c'est ça aussi le théâtre. C'est pas seulement l'acteur qui est là, qui est en train de dire un texte. Mais alors justement, le théâtre, comme tu le dis, c'est ça. Mais alors, évidemment, bien sûr, il y avait ce décor, il y avait les livres, mais le théâtre, il fallait le faire naître aussi. Et il y avait aussi quelques objets dans cette bibliothèque. Parce que finalement, ce que nous souhaitions aussi, c'est que ces deux personnages étaient le petit-fils avec son grand-père, le maître et son élève. Il fallait que ces deux personnages, en fait, finalement, ils s'emparent aussi de La Fontaine pour en faire du théâtre. C'était aussi notre, notre souhait. Mais en même temps, sans trahir. Oui, et sans trahir, bien sûr. Sans trahir. Ah oui, alors, ce qui est important, c'est que nous n'avons jamais modifié les textes de La Fontaine. Nous n'avons jamais réécrit. Non. Nous avons eu, au cours du travail de préparation, de répétition, ce que j'appellerais des divergences de vue, de point de vue, des accords artistiques, mais heureusement d'ailleurs qu'il y a toujours cela quand vous fabriquez un spectacle, c'est pas les bénis oui et c'est tout, on discute, ça aussi c'était passionnant. Non, mais alors je me souviens du désaccord principal, c'était sur le loup et l'agneau. Alors je crois que là, c'est peut-être la seule modification à laquelle nous nous sommes livrés, c'est sur des A et des E, puisque finalement c'est peut-être la fable que nous avons le plus dialoguée, la plus transformée en théâtre, c'est le loup et l'agneau. Et là, effectivement, pour la fluidité de cette interprétation, nous avons supprimé des A et des E, je crois. Mais c'est la seule modification. Oui. Mais j'assume, complètement. Alors, il y avait ces c'est mon métier d'assumer. Alors, il y avait ces objets qui étaient là, comme des objets qu'on pourrait aussi trouver dans une chambre d'enfant. Parce que c'était un peu ça aussi l'idée de ce décor. C'était aussi de retrouver le lit cosy qu'il y avait à notre époque. C'est-à-dire que lorsque j'étais enfant, j'avais le lit avec les étagères autour de mon lit où il y avait à la fois des livres et des objets qui étaient parfois des souvenirs de vacances. Et c'était un peu ça aussi que nous avons essayé de retrouver. Alors il y avait comme ça, alors bien sûr un œuf qui faisait penser, qui nous a beaucoup servi, et bien sûr pour la Poule d'Or. Mais il y avait aussi, je crois, un appeau, c'est ça? Oui, il y a un appeau pour le Milon et le Rossignol. Il y avait aussi des petites figurines pour la fable La Besace, le singe, l'ours, l'éléphant. Il y avait un tonneau. Il y a le tonneau, oui, aussi. Il y a les perruques. Oui, bien sûr, les perruques, parce que les perruques, nous évoquiez les perruques. Oui, et puis je trouve que c'est intéressant, c'est qu'on joue on la met, on la retire, c'est tout. Bon, voilà. On essaie de retrouver finalement quasi de l'improvisation, en fait. Oui, enfin. Ce n'était pas de l'improvisation. Non, parce que c'est calé, c'est réglé. Mais c'est comme si finalement vous découvriez une fable pour la première fois, et qu'à partir de là, vous décidiez, comme des enfants, d'en faire du théâtre. C'est peut-être d'ailleurs ce que les jeunes du lycée de Langres vont réussir à réaliser. Les fables ont déjà cette qualité qu'elles ne sont pas toutes composées pour être un monologue. Beaucoup de fables sont dialoguées, donc ça permet déjà une sorte d'approche théâtrale. C'est aussi la complexité de l'écriture de La Fontaine, c'est qu'il y a à la fois dans une même fable des dialogues, de la poésie et un conte. Oui, il y a une histoire qui est là pour, comment dirais-je, pour instruire, pour plaire d'abord, il faut plaire. Enfin, La Fontaine veut plaire, il instruit et il amuse. Même dans les fables les plus dures, les plus émouvantes, il y a quand même toujours un sourire, il y a une sorte de pudeur dans son écriture. Et voilà, alors évidemment, qu'est-ce qu'on en fait au théâtre? On peut en faire sans doute tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut. En même temps, il faut bien garder ce que c'est. Ce sont des fables. Il y a quelque chose qu'on a absolument voulu éviter, bien sûr, c'était, parce qu'on n'a absolument pas parlé des animaux, on a absolument voulu éviter de singer, si j'ose dire, les animaux. Mais ça, c'était notre volonté, ça faisait aussi partie de nos volontés de départ. Voilà, il fallait essayer de retrouver une certaine pureté, en toute modestie, et éviter tout ce qui pouvait faire référence aux animaux, tout ce qui était de l'ordre, on va dire, de la singerie. Alors on s'en amuse à un moment donné, puisque finalement,
L'Omig, pour le lièvre et la tortue, porte un masque de Mardi Gras du lièvre, pour l'abandonner immédiatement après. Oui, mais justement, ce qui est intéressant, c'est ce que tu évoquais aussi précédemment, c'est une sorte de... les rapports entre un jeune personnage qu'interprète l'Omig et un vieux personnage que mon âge me permet d'interpréter, font que il y a le souci d'une sorte de transmission, et en même temps, on a essayé, par des propositions comme ça, je pense au téléphone, tu vois, montrer un peu pas les divergences, mais si, les différences qu'il peut y avoir entre les générations, sans non plus faire un choix. Alors bien sûr, le vieux ronchon n'accepte pas que son téléphone soit là, son portable, etc. Bien entendu. Mais ça, c'est Yves Graffet qui s'amuse de lui-même, et avec un clin d'œil vers le public, en disant « ouais, ben, c'est comme ça qu'on est, quoi. Ben, amusons-nous de ça, c'est tout. » Mais je ne porte pas un jugement de valeur sur... On a même poussé le bouchon un peu loin avec le vieillard et les trois jeunes hommes, puisque là, je crois que l'Omig, j'en suis même certain, l'Omig porte un casque. Oui. Voilà. Oui, il n'écoute pas du tout le discours. Non, il n'écoute pas ce que le vieux est en train de lui dire, alors que le vieux lui annonce qu'il va bientôt mourir. Oui. Voilà. Et ça, c'est une fable dure, possible. Dans le choix qu'on fait de la faire entendre, il y a une sorte de colère à la fin du vieux contre... Mais c'est pas une colère, c'est une colère de voir la connerie qu'a pu faire les jeunes. Le jeune, là, à ce moment-là, pas les jeunes. Ce jeune-là, dans l'histoire, elle lui coûte sa vie, alors que sa vie était devant lui encore à faire, et que moi, comme je le dis, ma vie est finie, voilà, c'est tout. Voilà, c'est des femmes. Mais ça, c'est tout la complexité aussi de l'écriture de La Fontaine. C'est très difficile, très, très, très délicat. Si je puis me permettre, j'ai relu récemment un livre que j'aime beaucoup, de Jean Orieux. Il a écrit cet ouvrage-là à propos de la vie et l'œuvre de Jean de La Fontaine. Et il dit une chose très juste. Tu me permets, je peux le dire ? Oui, bien sûr, évidemment. Ouais. Hein ? En parlant justement de l'écriture de La Fontaine, combien est dangereuse la manipulation de ces fragiles chefs-d'œuvre que sont les fables. Les expliquer ou seulement les lire est un péril, une maladresse et le charme est brisé. Un à peu près dans la diction le rend inopérant. La Fontaine est comme Mozart. La musique de Mozart ne sert pas le chanteur, où il est sublime, où il est plat. La musique de La Fontaine tient à des riens. Elle s'insinue, douce, subjective. C'est un murmure d'eau. Le français coule de source. Les cadences sont celles de l'intention. C'est la respiration de la pensée qui rythme le vers, et non une cadence imprimée par l'auteur en vertu de règles ou de modes. Voilà, entre autres. C'est vrai que La Fontaine est avant tout un poète. Oui. Et c'est vrai que ce qui est assez étonnant finalement, c'est que chaque représentation était différente, puisque finalement les fables n'étaient jamais les mêmes. Mais finalement on avait le sentiment chaque jour ou chaque soir, après chaque représentation, que finalement il y avait une homogénéité. Tout cela formait un tout, il y avait une poésie. Alors que finalement les fables étaient différentes les unes des autres, d'où la force de son écriture. Je pense. Sa puissance même. Oui. Nous, notre travail, je sais pas si c'est ça, notre plaisir, quand même, consiste à justement essayer de servir le mieux possible. On parlait de musique, et nous avons même invité l'Omig à chanter. Oui, à la fin. La dernière fable, c'est une suggestion que tu as faite et à laquelle on adhère complètement, parce que ça renvoie aussi au temps présent. La poésie est souvent, tant mieux d'ailleurs, beaucoup plus défendue par ce qu'on peut appeler les variétés, mais ça n'a pas un sens négatif de ma part.
les jeunes chanteuses et les jeunes chanteurs d'aujourd'hui quand ils ont un texte. Oui, je me souviens, à la fin d'une répétition, on a demandé à l'OMI d'essayer d'interpréter l'oiseau blessé d'une flèche sur l'air de Georges Brassens, Il n'y a pas d'amour heureux. Et finalement, au bout du compte, tout de suite, finalement, ça a fonctionné. Oui. Et le spectacle s'achève... Ben c'est ça, voilà, si tu veux, je trouve ça bien. Alors, il y a aussi, on a oublié une chose. Le spectacle commence par l'enregistrement ou la diffusion d'une voix d'un petit garçon. Ah oui. Hein c'est le petit garçon Harry, le fils de Seb, de Sébastien, qui est le créateur du son. Et à chaque représentation, et je te dis pas ça comme ça pour me faire mousser, à chaque représentation, puisque je suis le vieillard endormi dans la bibliothèque, à chaque représentation, quand j'entends cette voix qui part, tu vois, ça commence comme cela, et que tu as souhaité que je me réveille et que je reprenne, que j'accompagne un peu cette petite voix, il y a donc là, dans ce sens-là, à ce moment-là, la transmission naturelle, on va dire. L'expérience, tu la donnes, tu la partages, s'il le veut, au plus jeune que toi. Donc ça, c'est l'entrée du spectacle. Et la conclusion du spectacle, et ça, j'apprécie beaucoup, c'est l'inverse. Car, tu l'évoquais tout de suite, mon camarade chante sur un air de Georges Brassens, L'oiseau blessé d'une flèche, et c'est lui qui me transmet le plaisir de chanter. Voilà. Je dirais que ça fait, la boucle est bouclée. Moi, j'apprécie beaucoup cela aussi. Je suis très ému à la fois au début par cette petite voix, et puis à la fin par tiens, je t'apprends quelque chose. Et puis on retrouve la voix de l'enfant qui appelle Jean de La Fontaine. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'on voulait absolument restituer aussi l'enfance dans le spectacle. Moi, j'ai toujours été touché par les déclarations de Bernard Pivot qui disait que chez lui, là où il a grandi, là je crois pas très loin de Lyon, dans les monts du Beaujolais, il n'y avait que 2 ouvrages chez lui, le dictionnaire et les fables de La Fontaine. Il passait régulièrement des fables de La Fontaine au dictionnaire, et ça c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup touché et qui nous a guidés, je crois, dans la réalisation de ce spectacle. Il fallait restituer, je vais dire, la beauté d'un enfant qui découvre la littérature à travers Jean de La Fontaine. Oui, c'est une transmission. Mais tout à l'heure, tu parlais du début du spectacle. Alors le petit Harry, le fils de Sébastien, ses premiers mots, sa première fable, c'est le rat de ville et le rat des champs. Mais j'avais souhaité aussi que ce soit cette fable-là, parce que la comédie, comme tu as dit tout à l'heure, la comédie de Picardie, c'est bien sûr son théâtre à Amiens, mais c'est aussi le théâtre au champ, avec toutes les représentations que nous menons en région. Et c'est pour ça aussi que je voulais que l'on commence par le rat de ville et le rat des champs. D'accord. Un spectacle, une fable, qui est reprise aussi, qui est ensuite parfois tirée au sort durant le déroulement du spectacle. C'est certain, oui, c'est certain. Mais tu vois, c'est ce que je trouve. Moi encore, j'insiste pour te redire combien, bien sûr que j'ai un bonheur fou que ce spectacle soit représenté sur la scène à Amiens de la Comédie de Picardie, mais encore une fois, ce travail de décentralisation, au fond, c'est dans les deux sens. Si un jour j'ai choisi d'exercer cet art, ce métier, si je me suis engagé pleinement, et si je ne regrette rien, je crois que je le dois justement à des fondateurs de la décentralisation, entre autres, qui nous apportaient dans la ville où j'habitais, des œuvres classiques, mais des œuvres contemporaines aussi, entre autres. Et en particulier, alors bien sûr, ils venaient, mais très peu, mais c'est aussi, par exemple, il n'était pas, disons, en province, mais le Théâtre National Populaire, dirigé par Jean Villard, c'était aussi une référence pour moi. Ah, c'est que le théâtre, c'est à la fois l'itinérance et aussi la fixité, ce qui ne nous éloigne pas de La Fontaine. Pas du tout. Non. Et alors, parmi tes fables, alors, si je peux me permettre, quelle est ta fable préférée ?
Ah là là. Ah oui. Moi, il y en a une que j'aime beaucoup, pour tout te dire. Alors finalement, je vais être un tout petit peu plus rapide que toi. Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est L'amour et la folie. Oui, oui. Ouais. C'est pas celle que j'apprécie parce que philosophique, hein. physiquement elle est difficile. Ah oui, c'est parce que là, c'est vrai que je t'ai fait faire des choses. Je t'ai demandé des choses un peu compliquées. Je t'ai demandé de t'allonger sur la bibliothèque, qui n'est pas très confortable. Non, et de se relever. Bon, mais ça, c'est rien, c'est du Alors, détail. bien sûr, évidemment, on a tenu compte de l'actualité et nous avons, en fable fixe, décidé d'entendre tous les jours les animaux malades de la peste. Oui, 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 bien sûr. Avec son célèbre vers, ils ne mouraient pas tous, Tous étaient frappés. mais tous étaient frappés. Voilà. Oui, elle renvoie effectivement malheureusement une réalité qui n'est peut-être que, et je le souhaite, provisoire, très provisoire. Alors, moi j'ai parlé de l'amour et de la folie, mais quelle est ta fable préférée? J'aime bien Les Deux Amis. Les Deux Amis. J'aime bien Les Deux Amis parce que je trouve qu'elle dit tellement de... Oui, elle a une richesse dans les échanges. Elle dit tellement aussi, je trouve, elle donne une tellement belle leçon d'engagement. Puis en même temps, elle résume un peu le spectacle, elle résume un peu le duo que tu fais avec Lomi. Elle résume la vie, je trouve. Elle résume la vie en général. Mais il y en a d'autres que j'ai un plaisir fou à les lire. Et peut-être que Les Deux Amis, on pourrait peut-être l'entendre. Mais je ne sais pas. Alors moi, j'ai avec moi là évidemment notre j'ai avec moi évidemment ce qui nous a servi de travail. Alors il faut que je trouve Les Deux Amis. Ah, Bah attends, tu me cueilles c'est à un froid. brouillon, hein, tu me c'est cueilles un à froid, brouillon. Les Deux Amis. Voilà, Les Deux Amis, page. Alors, quelle est la morale des Deux Amis? Quelle est la morale des Deux Amis? Ils l'ont fait la question. Qu'un ami véritable est une douce chose. Qu'un ami véritable est une douce chose. Alors la page 21. Tu veux que je la lise? Mais la page 21, soit. Bon, voilà. Je vais la dire doucement. Alors ça, c'était une fable partagée, parce qu'évidemment, lorsque nous avons créé le spectacle, nous avons décidé que certaines fables devaient être interprétées par l'un d'entre vous, d'autres qui devaient être partagées, première partie, deuxième partie, d'autres où les choses devaient s'entrecroiser plus fréquemment, et d'autres, très exceptionnellement, dialoguer. Alors là, Les Deux Amis, c'est une fable partagée. Donc, si je puis me permettre, tu nous diras ta partie, moi je lirai celle de Lomig. Bon, d'accord. Voilà. Je te soufflerai. Il n'y a plus de souffleurs au théâtre. Hein. Souvent les gens pensent qu'il y a encore des souffleurs, mais il n'y a plus de souffleurs. Deux vrais amis vivaient au Monomotapa. L'un ne possédait rien qui n'appartint à l'autre. Les amis de ce pays-là valent bien, dit-on, ceux du nôtre. Une nuit que chacun s'occupait au sommeil et mettait à profit l'absence du soleil, un de nos deux amis sort du lit en alarme. Il court chez son intime, éveille les valets. Morphée avait touché le seuil de ce palais. L'ami couché s'étonne. Il prend sa bourse, il s'arme, vient trouver l'autre et dit « Il vous arrive peu de courir quand on dort. Vous me paraissiez homme à mieux user du temps destiné pour le somme. N'auriez-vous point perdu tout votre argent au jeu? En voici. S'il vous est venu quelque querelle, j'ai mon épée. Allons. Vous ennuyez-vous point de coucher toujours seul? Une esclave assez belle était à mes côtés. Voulez-vous qu'on l'appelle? Non, dit l'ami, ce n'est ni l'un ni l'autre point. Je vous rends grâce de ce zèle. Vous m'êtes, en dormant, un peu triste apparu. J'ai craint qu'il ne fût vrai. Je suis vite accouru. Ce maudit songe en est la cause. Qui d'eux aimait le mieux? Que t'en semble, lecteur? Cette difficulté vaut bien qu'on la propose. Qu'un ami véritable est une douce chose. Il cherche vos besoins au fond de votre cœur. Il vous épargne la pudeur de les lui découvrir vous-même. Un songe, un rien, tout lui fait peur quand il s'agit de ce qu'il aime. Bravo Yves, il n'y avait pas d'erreur. Hein. Souvent, bien sûr,
Je me souviens qu'après chaque discussion avec le public, souvent les enfants et même les adultes nous demandaient, mais combien avez-vous mis de temps pour apprendre les fables de La Fontaine? Mais je ne pourrais pas te répondre. Mais tous les jours, tu continues? Actuellement, non, pas tous les jours, parce que j'ai d'autres, pas projets, mais d'autres sources de travail, de réflexion. Mais je dirais quand même actuellement 2 fois par semaine. Ah oui. Ou je m'attelle 2 fois par semaine, une fois en les disant dans l'ordre où ils sont dans la brochure, ici, les 50 fables. Et puis une autre fois en les tirant au sort moi-même, puisque j'ai dans une petite enveloppe les morales, donc tout à fait par hasard, ce qui était un peu un entretien. Mais effectivement, les enfants sont toujours très surpris, mais je ne peux que leur répondre, la mémoire c'est comme un muscle. Je reprends une expression que j'ai entendue par le passé, dite par un acteur, je ne sais plus lequel, mais c'est juste, je leur fais comprendre. Pour courir, pour nager, pour sauter, ils entretiennent leur corps. Et ben, l'acteur doit aussi entretenir un muscle que j'appelle la mémoire. Voilà. Donc là, maintenant, tu en connais dorénavant une 50aine. Oui, 50. 50. Mais je ne suis pas sûr que... D'aller au-delà des 50? Non, quand même pas. Si le spectacle a une longue vie et si nous en ajoutons régulièrement, donc 50, c'est un maximum? Pour l'instant, oui, parce que... En fait, tu connais même les fables que le MIG interprète, en fait. Et l'un et l'autre, parce que réciproquement. En fait, l'un et l'autre, vous aidez parfois en représentation. Bien entendu, c'est ça évidemment, aussi. Vous n'êtes jamais à l'abri. On n'est pas dans le récital, on est dans un jeu, une mise en danger réciproque. Et donc, on est très attentif à ce que ressent l'autre au moment précis où il est en train de le vivre et le ressentir. Donc, il nous est arrivé, il m'est arrivé moi d'avoir... De confondre une fable pour une, une fable pour une autre. Parce que quand même la dureté de l'exercice étant dans la morale qui est donnée par le public. Disons, on ne se sent pas, ni lui, je pense, ni moi, c'est sûr, comment dirais-je, humilié, etc. etc. Il y a une telle complicité entre nous deux. Et parce qu'on est vraiment investi, lui comme moi, dans cette aventure. Ce qu'il ressent, ce que je ressens, hop, on est, disons, attentifs à l'un à l'autre. Oui, ça m'est arrivé. Et surtout dans une proximité avec le public, puisque finalement le public est à 1 mètre de vous. Oui, quand les règles sanitaires ne sont pas nécessaires ou obligatoires, oui. Et ça aussi, il n'y a pas la distance du plateau. Pas du tout, pas du tout. Ils sont là, ils nous voient respirer, ils peuvent nous voir bafouiller, ils prennent tout. En même temps, c'est une manière de, peut-être, bien que ce n'est pas ça qu'on recherche, de montrer combien la pratique artistique, en tout cas la pratique d'un acteur, c'est une mise en danger constante. Voilà. Et on a aussi, avec ce spectacle, voulu donner l'envie aux jeunes et aux adultes aussi de rentrer chez eux et de faire aussi, et de se livrer aussi à du théâtre, de faire des petites représentations, de s'amuser aussi avec La Fontaine. Ou d'écrire. Ou d'écrire, ou d'écrire. Notre assemblée fabuleuse, nous allons la reprendre à Amiens, au mois d'octobre. 2021, je ne sais plus comment on vit maintenant, mais en 2021. Donc un peu avant et pendant les vacances de la Toussaint. Ensuite, nous allons le reprendre à Albert ainsi qu'à Abbeville. Ailleurs, je l'espère, puisque en 2021, je crois que nous ne l'avons pas dit, nous commémorons le 400e anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine. Et bien, nous ne le savions pas à l'époque. Lorsque nous avons décidé de monter le spectacle, nous savions, je ne me souvenais, nous n'avons même pas fait attention. C'est pas ça qui a motivé. Ça ne nous a absolument pas motivés. Voilà. Non, je le dis parce qu'il y a de nombreux projets qui naissent, et c'est tant mieux autour de Jean de La Fontaine, mais j'ai absolument pas le souvenir que nous ayons évoqué ensemble l'anniversaire. Non, pas du tout. Non, pas du tout, je ne me souviens pas de ça. Mais l'anniversaire de Jean de La Fontaine sera quelque peu occulté par un autre anniversaire de son concurrent au théâtre, c'est celui de Molière, puisque... Oui, puisque finalement, en 2022, nous allons... 23, je crois. Non, 2022... La naissance, Molière, c'est pas 23. On vérifiera. 2022, nous commémorons le 400e anniversaire de la naissance de Molière. Oui, voilà. Bon, d'accord.
Mais finalement, en jouant La Fontaine sur un plateau de théâtre, nous avons peut-être réuni à la fois La Fontaine et Molière. Qui s'appréciaient, je crois, Mm. qui étaient amis, selon les études qui peuvent se faire. Il y a une... Comment... je m'avance parce que je n'ai pas... Il a écrit quelques pièces. Il y a, disons, à Château-Thierry, je crois qu'il y a justement une association importante Oui. qui gère cela. Et il y a notamment des ouvrages qui ont été édités par des universitaires qui sont... Je ne sais plus le titre, ça s'appelle Les Fables, je crois. C'est très très bien fait. Ben Yves, j'espère que notre assemblée fabuleuse aura encore une longue vie après ces 2 saisons. Nous allons le reprendre à Amiens, puis Laon, puis Albert, à Château-Thierry, j'espère, dans le cadre du 400e anniversaire. J'en profite pour féliciter les lycéens du lycée de l'Ambre qui se sont emparés des fables de Jean de La Fontaine et qui ont enregistré un film, et notre interview va être suivie de ce documentaire que nous avons hâte, Yves et moi, de découvrir, et j'espère la possibilité de pouvoir échanger avec eux autour de ces fables. À très bientôt. Merci Yves de nous avoir accueillis chez toi. Je t'en prie. Eh bien, pour commencer, bonjour à tous. Bonjour. Je suis Joël Maison, votre journaliste du jour, et pour commencer, présentez-vous. D'accord, alors je me nomme Bedrouni Ryan. Moi, c'est Quentin. Ok. Vous passez une agréable journée aujourd'hui? Voilà. Bien sûr. Bon, pour commencer, première question. Quelles sont vos fables favorites? Alors, ma fable favorite est La Besace, par La Fontaine. Bah, c'est exactement la même. La besace. Jupiter dit un jour que tous ceux qui respirent s'en viennent comparaître au pied de ma grandeur. Si dans son composé quelqu'un trouve à redire, il peut le déclarer sans peur. Je mettrai remède à la chose. Venez, singes, parlez le premier et pour cause. Voyez ces animaux, faites comparaison de leur beauté avec les vôtres. Êtes-vous satisfait? Moi? Dit-il. Pourquoi non? N'ai-je pas 4 pieds aussi bien que les autres? Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché, mais pour mon frère, l'ours, on ne l'a qu'ébauché. Jamais, s'il veut me croire, il ne se fera peindre. L'ours venant là-dessus, on crut qu'il s'allait plaindre. Tant s'en faut, de sa forme, il se loua très fort. Glosa sur l'éléphant, dit qu'on pourrait encore ajouter à sa queue, ôter à ses oreilles, que c'était une masse informe et sans beauté. L'éléphant, étant écouté, tout sage qu'il était, dit des choses pareilles. Il jugea qu'à son appétit, Dame Baleine était trop grosse. Dame Fourmi trouva le ciron trop petit, se croyant pour elle un colosse. Jupin les renvoya s'étant censurés tous. Du reste, content d'eux, mais parmi les plus fous. Notre espèce excella, car tout ce que nous sommes, lynx envers nos pareils, et top envers nous, Nous pardonnons tout et rien aux autres hommes. On se voit d'un autre œil qu'on ne voit son prochain. Le fabricateur souverain nous créa besaciers, tous de même manière. Tant ceux du temps passé que du temps d'aujourd'hui, il fit pour nos défauts la poche de derrière, et celle de devant pour les défauts d'autrui.
Jean de La Fontaine. Comment les avez-vous découverts? Nous avons vu un spectacle en visioconférence de l'acteur Lobig. Donné par la Comédie de Picardie. Que ressentez-vous en lisant cette fable ou en la jouant? Oh, plein d'émotions. Comment dire? On se rend compte quand même de l'importance du regard des gens et qu'il faut se remettre en question dans la vie. Je veux dire. En quoi ces fables vous font écho dans votre vie d'aujourd'hui? Beaucoup de personnes jugent les gens, alors que dans la fable c'est pareil, les animaux ils jugent les autres animaux, et ils ne voient pas leurs propres défauts en fait. L'oiseau blessé d'une flèche. Mortellement atteint d'une flèche empennée, un oiseau déplorait sa triste destinée, et disait en souffrant, à surcroît de douleur: Faut-il contribuer à son propre malheur? Cruels humains, vous tirez de nos ailes de quoi faire voler ces machines mortelles. Mais ne vous moquez point, engeance sans pitié. Souvent il vous arrive un sort comme le nôtre. Des enfants de Japet, toujours une moitié, fournira des armes à l'autre. Jean de La Fontaine. Comment as-tu découvert les fables de La Fontaine? J'ai découvert les fables de La Fontaine quand j'étais en primaire, quand je devais apprendre des poésies. Est-ce que les fables t'ont plu tout de suite ou pas? Non. Et pourquoi du coup? Parce que quand j'étais en primaire, je pense que les fables c'était un peu le dernier de mes soucis. Du coup, je ressentais un peu du désintérêt. Et qu'est-ce que ça t'a apporté de les jouer en public? Au début du stress, mais après du coup ça a été la première chose que j'ai joué en public. Et du coup c'était un bon début, on va dire. Que penses-tu du spectacle en visioconférence donné par Lomig de la Comédie de Picardie? Au début de l'ennui, parce que je comprenais pas trop les fables qui nous lisaient. Mais après, il y en a certaines du coup que j'ai compris, comme La cigale et la fourmi. Et du coup, je trouvais intéressante. La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, Lui dit-elle. avant l'outre, foi d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez. J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Jean de La Fontaine. The cicada and the ant. The cicada, having sung all summer long, found herself most destitute when the north wind came. Not a morsel to her name of either fly or worm. She blurted out her tale of want to her neighbor mistress aunt, and begged her, forlorn, of grain to last her till the coming spring, I shall pay you, were her words. on insect house, before the fall, interest and principal. Mistress Aunt is not a lender, that's the last thing to reproach her with. Tell me how you spend the summer, was what she asked the borrower. Night and day, to every comer, I sang. So please you, ma'am. You sang? I'm delighted. Well, dance now. By Jean de La Fontaine.